Bonjour à tous. Après 18 années, assise au premier rang, chaque 7 décembre, à écouter avec passion ces brillantes interventions, c'est avec honneur et enthousiasme que je viens partager avec vous ce que j'entends de l'intimité de mes patientes lorsqu'elles sont confrontées à leur horloge biologique. Elle n'était pas facile à admettre cette vérité que le temps commençait à jouer contre moi, que je devenais une potentielle mère tardive, ou pire, dans notre pays ultra-nataliste, une femme sans enfant. Est-ce qu'à la fin de ma vie, je n'allais pas regretter de ne pas avoir été maman? Est-ce que mon désir de fonder une famille ne se réveillerait pas trop tard? Je n'ai jamais été stressée par cette question de la maternité, mais à la moitié de ma trentaine, cette soudaine prise de conscience m'a fait l'effet d'un électrochoc. La vie passait bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Il me fallait être lucide. Il n'y avait aucune raison que ma vie change dans la décennie qui s'annonçait. Je serais happée par mon boulot, toujours célibataire et heureuse de l'être, emportée par le tourbillon de la vie parisienne, dans ce qu'elle a de plus exaltant et de plus épuisant. Il n'y avait aucune raison pour que cela change, à moins que je ne décide d'opérer un virage. J'allais devoir me confronter à des choix pas forcément agréables. Ces mots sont ceux de Myriam, mais ils pourraient être ceux de Claire, d'Anna ou de Nora et de tant d'autres. Ces femmes, ce sont mes patientes, et je vais vous raconter cette génération de Françaises nées dans les années 80 qui ont grandi dans l'idée que le combat de la parité était presque gagné. Grâce à leurs aînés, qui se sont battus pour obtenir la liberté de faire des études, de s'épanouir sur le plan professionnel, de jouer leur carte dans la partition économique, sociale, culturelle, de faire carrière. Femmes du XXIe siècle, elles apprécient de se nourrir, elles aussi, d'un présent souvent riche et chahuté. Le projet d'enfant, s'il est toujours à l'horizon, ne fait pas partie des urgences. Elles aussi, oui, comme beaucoup d'hommes, sauf qu'eux ne subissent pas les lois d'une certaine horloge biologique et qu'eux ne voient pas leur intimité mise à mal quand ils décident d'être papa sur le tard. Dans mon cabinet, elles s'épanchent, décontenancées par cette réalité. Elles peuvent prétendre à des postes de dirigeantes de société, elles ont des chances de vivre quasi centenaires, mais leur temps de fertilité, lui, n'a pas bougé. Leur corps n'a pas pris le tournant des transformations sociales. Leur corps obéit à de vieilles règles naturelles. Elles vivent comme des hommes, mais leur fertilité n'a pas la même liberté. Justement, me disent-elles, et si cette question de la fécondité pouvait dépendre d'elles? Et si justement, après leurs aînés, elles s'emparaient de ce combat-là, de cette parité-là? Le droit de faire un enfant plus tard, quand je serai prête, de s'affranchir de l'angoisse de la vie biologique. La vie biologique d'une femme d'aujourd'hui, je pourrais vous la résumer ainsi. C'est en gros prendre sa pilule entre 18 et 25 ans, au moment où la femme connaît des pics hormonaux qui la rendent très féconde, se faire poser un stérilet entre 25 et 35 ans, et après, en venir à faire appel à des aides médicales, hormones ou FIV, pour procréer. 35-40 ans, moment où elles atteignent leur performance professionnelle, en contradiction avec celle de leur corps. Le réveil peut être douloureux. Elles ont beau savoir qu'elles ont un temps défini pour avoir un enfant. Elles n'en ont pas toujours une réelle conscience. Entre celles qui pensent qu'elles trouveront un compagnon juste à temps, celles qui pensent qu'elles ne seront plus fertiles à la seule ménopause, et celles qui imaginent qu'elles feront aussi bien que les Monica Bellucci ou autres Adriana Carambeu, aux grossesses tardives complaisamment relatées par les médias. Les façons de se leurrer sont nombreuses. Mais peut-être faut-il que je vous le rappelle, si au moment de sa naissance, la petite fille a déjà tous ses ovocytes, ces derniers, chez une jeune femme en bonne santé,
sont de qualité variable. C'est ce qui explique qu'il faille parfois des mois, voire des années pour tomber enceinte. Et vers l'âge de 35 ans, les femmes sont confrontées à une chute de leur fertilité. Les chances de tomber enceinte diminuent brusquement, à mesure que les ovocytes diminuent en nombre et en qualité. Face au choc de la réalité du temps qui passe, que faire? L'accepter, s'angoisser, se jeter sur le premier géniteur qui passe ou se tourner vers une solution médicale. Depuis 2011, la congélation ovocytaire a été rendue possible. Mais congeler ces ovocytes par convenance ou par prévention est interdite en France. Seules les femmes atteintes d'un cancer, qui risquent de voir leur fertilité s'altérer prématurément par les traitements de chimiothérapie, peuvent congeler leurs ovocytes. En 2015, la législation s'assouplit et autorise les femmes à congeler leurs ovocytes, mais à une condition. Savez-vous laquelle? Les femmes peuvent congeler leurs ovocytes si et seulement si elles donnent une partie de leurs ovocytes à un couple stérile en attente de don. Étonnant chantage qui méconnaît la motivation du don, en général sans contrepartie, et qui soumet des femmes à un donnant-donnant, pas évident à admettre ni à vivre. Confrontées à cette interdiction française, certaines femmes se tournent vers l'Espagne et la Belgique, entre autres, pour préserver leur fertilité. De cette initiative, elles attendent une libération. Fini la pression de l'horloge biologique, fini l'égrainement du sablier qui réduit grain après grain, mois après mois, les chances de procréer. Assurance contre l'anxiété du temps qui passe. J'aurais peut-être, qui sait, un jour besoin d'une FIV, donc autant que ce soit avec mes ovocytes jeunes, me murmure Nora. Étonnamment, il arrive parfois qu'après avoir fait congeler leurs ovocytes, certaines rencontrent un partenaire. Tiens, sécurisé, aurait-elle gagné une nouvelle façon d'aborder l'autre? Avant, quand je regardais un homme, je voyais un pourvoyeur de sperme, me confie Anne. Maintenant, quand je regarde un homme, je vois d'abord un homme, un être humain, un partenaire amoureux possible, et seulement après un père. Comme si l'intimité de leur couple cessait d'être parasitée par le poids de l'enfant. Mais bon, reste qu'il s'agisse d'un véritable parcours de la combattante, aussi stressant que solitaire, où l'intimité de l'âme comme du corps est mise à l'épreuve. Épreuve, ça c'est le mot. Petite leçon rapide sur ce qu'implique une congélation d'ovocytes. Il faut compter 2 semaines de stimulation ovarienne, à coups d'injections quotidiennes, d'hormones, associées à de contrôles réguliers, sanguins, échographiques. Puis déclencher l'ovulation par injection et enfin ponctionner par voie vaginale les ovocytes au bloc opératoire. Cette procédure n'est pas sans risque ni complications, dont celle d'apprendre que la quantité d'ovules récupérés est bien inférieure à celle nécessaire pour obtenir une naissance. Tout ce cheminement n'est pas anodin. L'intimité, de fait, quoi de plus intime que l'appareil génital, est considérablement bousculée sur le plan physique, psychologique, affectif. Pour elles, pas évident d'exprimer leurs inquiétudes devant un étranger en blouse blanche. Parler de sa vie privée d'adulte, sans enfant, dans cette société où l'on vous presse d'un « Et toi, tu t'y mets quand ?» Évoquer ce vertige du temps qui est passé, cette absence de compagnon parfois, cette culpabilité ou non d'avoir géré pleinement sa vie professionnelle, au point d'en avoir oublié de bien gérer ce temps biologique limité. Qu'elles le veuillent ou non, cette décision de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, c'est les obliger à penser à pourquoi elles se trouvent dans cette situation. Lors de leur séance avec moi, tout leur revient. Leur tristesse d'être seules, leurs déboires sentimentaux, leur impression d'être tributaires du désir de leur compagnon, leur peur de peut-être devoir faire un enfant seul, et même parfois de ne pas avoir encore ressenti soi-même le désir d'être mère. Elles ne sont pas dans les normes, soit, mais elles ont envie quand même de préserver leur fertilité, de se donner les chances d'avoir un jour un bébé. Autre intimité bousculée, celle aussi en s'attelant aux examens physiques. Elles se confrontent au mystère de leur intimité biologique. Pour beaucoup, c'est une première. Et je suis souvent surprise de constater à quel point
leur anatomie et leur fonctionnement biologique leur sont méconnus. Souvent, elles ignorent où se trouvent leurs ovaires, ce qu'est un ovule. Faire tout ce processus m'a permis de me reconnecter avec mon corps, comprendre comment tout cela marche, ou pas parfois. Et même cela me donne envie d'être enceinte, car je vois le côté fascinant de la chose, et non le côté handicapant, me confiait Myriam. Cette congélation d'ovocytes et ces ovocytes m'ont permis de prendre conscience que mon corps pouvait fabriquer un bébé. Étape sans doute nécessaire pour moi qui ne m'étais pas trop intéressée à cette question jusqu'alors. Intimité remuée, intimité remise en cause. En demandant cette congélation, elle se découvre. En espérant s'acheter du temps, elle s'avance aussi vers un nouveau registre intime. Libérée du temps qui passe, elle se libère un espace psychique. Les voilà plus légères, moins pressées de rencontrer l'homme de leur vie. Je sais que mes ovocytes m'attendent, me dit Myriam, et que cela m'offre une respiration. J'ai l'impression que la Myriam intime peut continuer à croire en la bonne rencontre, quitte à ce qu'elle soit tardive, alors que la Myriam sociale et biologique commençait à flipper. Ou encore Claire, c'est comme si quelqu'un m'avait retiré une bombe à retardement de mon corps et m'avait remis une sorte d'assurance bébé sous forme d'ovocytes congelés. Je me sens encore plus forte maintenant. D'ailleurs, la congélation des ovocytes est devenue tellement populaire aux États-Unis que les employeurs tels que Facebook et Apple l'ajoutent à leur convention collective afin que leurs employés femmes qui souhaitent y procéder soient remboursés de leur traitement. Facilité, modernité, commodité, mais n'est-ce que cela? Et n'aurait-on pas tendance à faire de ce parcours, certes difficile, un chemin uniquement bénéfique? Car il est loin d'être rose. Déjà, dès la consultation, certaines m'avouent s'être demandé ce qu'elles font là. Mais à quel moment me suis-je trompée de chemin pour que j'en sois venue à envisager de congeler mes ovules? Si je suis ici, c'est que j'ai sans doute échoué quelque part, m'exposait Léa. À l'heure de l'intervention, leurs questions redoublent. Au moment de la ponction, raconte Anna, j'ai eu l'impression d'être marquée physiquement et symboliquement. J'étais celle qui avait raté sa vie pour en être là, comme marquée au fer rouge de celle qui n'avait pas réussi à avoir d'enfant. Pas rose non plus, lors de l'après, ce moment fatidique, des années plus tard, quand elles choisissent d'avoir recours à leurs ovocytes congelés. Les cliniques de fertilité ont tendance à promouvoir la congélation d'ovocytes comme quelque chose qui pourrait arrêter le temps. Beaucoup de femmes pensent investir un contrat d'assurance, leur garantissant à tout coup un futur bébé. Me revint en mémoire la consultation de la tentative de Sarah. 2 de ses ovocytes n'avaient pas survécu au processus de décongélation. 3 autres n'avaient pas réussi à se féconder. Il restait alors 6 embryons, mais dont 5 semblaient anormaux. Le dernier implanté dans son utérus. Le matin du résultat du test de grossesse, nouvelle dévastatrice, les chances de porter son bébé génétique venaient de tomber à 0. Elle m'a dit se souvenir avoir crié comme un animal sauvage, s'être effondrée au sol. Ce fut l'un des pires jours de ma vie. Dure confrontation avec la réalité. Comme si le déni de la perte, celle de la fertilité, celle de ne pas avoir d'enfant venait lui aussi de se décongeler. Désarroi d'autant plus âpre qu'elle pensait avoir gagné une sorte d'assurance vie, outre celle d'un enfant à soi, celle d'une prolongation de soi aussi, ad vitam aeternam. Car l'ovocyte, ce petit morceau de soi congelé, a finalement un potentiel de vie qui existe et qui coexiste à côté de soi. Et s'il n'est pas utilisé, il restera pour l'éternité à jamais fécondable. Une prolongation de soi comme une descendance. Ô fantasme d'immortalité, ô fantasme tout programmé. La psychanalyse de Lizzie Perceval voit dans cette volonté de congélation d'ovocytes par convenance une volonté de tout maîtriser. Après le bon job, le bon appartement, le bon partenaire, le bon enfant au bon moment. Comme si, souligne-t-elle, dans le projet de maternité, rien n'était plus ringard que le hasard. À quand l'assurance pour la mort? Mais comment ne pas penser au mythe de Faust, lui, qui donnait son âme au diable en échange d'années supplémentaires? Les femmes,
ne troquent-elles pas leurs ovocytes en échange de temps pour pouvoir faire carrière, vivre jeunesse et surtout trouver le père idéal? Bon, loin de ces comparaisons, plus prosaïquement, les femmes que je reçois aujourd'hui voient avant tout dans ce procédé une proposition qui tombe à pic et qui répond à leur souhait de faire des enfants plus tard. Mais attention à la déception. Si le jour venu, les ovocytes ne répondent pas à leurs attentes, ce temps supplémentaire ne leur aura alors servi qu'à les bercer d'illusions. Les médecins les plus honnêtes veillent à ne pas leur donner de faux espoirs, leur rappellent que la congélation ne garantit pas absolument de mettre un jour au monde un bébé et qu'il faut prévoir un plan B. Docteur, gardez-les-moi précieusement. Une demande encore timide, une demande encore fragile, que la législation et la science fortifieront probablement à l'avenir. Une demande encore timide, certes, reste dans ce souci des femmes de ne plus se dicter leur vie au gré de leur horloge biologique, une volonté de s'emparer d'une technique pour mieux maîtriser leur intimité et de prendre leur destin en main. Je vous remercie.